1986, c'est la démesure du sport automobile. En rallye évoluent les dangereuses et mythiques groupe B. En endurance, le groupe C est roi. Et en Formule 1, certains motoristes dépassent les 1300 chevaux de puissance. Jamais les voitures n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. 4 pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Après un duel de Brésiliens à Rio, direction Jerez où va se tenir l'un des grands prix les plus serrés de l'histoire de la F1. Et si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes de cette série, je vous invite à les visionner pour bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Le Grand Prix d'Espagne revient au calendrier de la Formule 1 après 5 ans d'absence. La dernière fois c'était à Jarama en 81, Grand Prix qui verra 5 voitures différentes se battre pour la tête. Gilles Villeneuve s'impose avec un nouveau numéro d'artiste en dentant sa Ferrari surpuissante. C'était sa 6e et dernière victoire en F1. Mais cette édition était tendue dans l'organisation car je le rappelle, en 80, le Grand Prix d'Espagne fut le théâtre d'un des affrontements les plus mémorables du conflit FISA-FOCA, qui déboucha sur un boycott des légalistes, autrement dit de la FIA. Ce Grand Prix a donc été classé hors championnat. C'est dans ce contexte tendu que la F1 et l'Espagne se séparent, mais un lustre plus tard, les choses ont évolué. L'Espagne a rejoint la CEE, l'ex-Union Européenne, et son marché automobile est intéressant. De plus, les Grands Prix sont diffusés, ce qui plaît à Bernie Ecclestone. Et c'est sur un nouveau circuit que la F1 revient. Aujourd'hui, Jerez est bien installé dans le paysage des sports mécaniques, notamment avec le Grand Prix d'Espagne moto. Mais lors de son arrivée en F1 en 86, il faut dire que peu de gens étaient optimistes. Bâti en seulement 10 mois en Andalousie, près de Séville, Jerez de la Frontera a pour ambition de dynamiser la région. Autrement dit, mis à part des vignobles, il n'y a pas grand chose autour. Alors, oui, c'est beau, mais voilà. D'autre part, la sécurité est critiquée par les pilotes et certains éléments de la construction trahissent un léger retard. Sa philosophie sinueuse n'aide pas car les pilotes s'attendent à se faire chier sur ce tourniquet. Rien de très prometteur pour ce nouveau circuit où les moteurs moins puissants ne seront pas désavantagés. Alors, du moins en théorie. Toutes les réponses apportées lors du premier Grand Prix au Brésil ne donnent pas satisfaction à tout le monde. C'est logique. Parmi elles, on retrouve Brabham qui déplore une BT55 décevante. Quelques ajustements sont faits après être resté 3 jours de plus à Rio. Chez Ferrari, on est également déçu de la F1 86. Les rouges annoncent alors engager plus de ressources sur l'aéro des voitures. Quand on connaît la philosophie très motoriste d'Enzo Ferrari, on se dit que ça peut pas faire de mal. D'autant plus que Ferrari annonce vouloir participer aux karts en 87. Ouais bon, c'était une esbrouffe, mais on en parlera plus tard. Tyrrell débarque également avec sa nouvelle 015 et son nouveau moteur Renault boosté de 300 chevaux. Malheureusement, Martin Brundle détruit sa nouvelle Tyrrell le samedi. C'est un peu con. Restons dans les voitures clientes de Renault avec l'Igier qui est en crise de jalousie envers Lotus. Les Noirs et Or reçoivent un nouveau moteur par voiture, donc 2, tandis que chez l'Igier, il n'y en a qu'un. Et Guy confie ce nouveau moteur à René Arnoux. Ce qui agace Jacques Lafitte. Mais l'Isérois est plutôt sympa et va finalement le donner à Jacques. Du coup, Jaco, il a le sourire. La révélation des qualifications, c'est la vitesse moyenne au tour. 175 km/h de moyenne, soit 40 de plus que les prévisions. Ouais, donc les commentaires, Jerez et tout, c'est sinueux, on va se faire chier, c'est de la merde. Eh bien, peut-être pas. Ayrton Senna se montre une nouvelle fois redoutable en qualification en signant la 100e pole position de Lotus devant son compatriote Nelson Piquet. Mansell et Prost occupent la 2e ligne.
Les Ligiers sont 6e et 8e, tandis que chez Ferrari et Brabham, c'est la soupe à la grimace. 11e et 13e pour les rouges, 14e et 15e pour les bleus et blancs. Jonathan Palmer peut avoir le sourire avec sa 16e place au volant de sa Zack Speed. Chez Haas et Arrows en revanche, il y a de quoi être inquiet. En fond de grille, les Minardi ferment la marche, mais seule celle de De Cesaris prendra le départ. Nannini sera coincé par un souci de différentiel. Il fait beau à Jerez, mais on constate le dimanche que les nouveaux gradins sont vides. Seules 15 000 personnes ont fait le déplacement. Mais bon, tant que les droits TV sont vendus, ce qui est le cas, ça ne dérange pas plus que ça à Eccleston. Senna espère prendre sa revanche de Rio, mais personne n'est dupe. On se doute bien de la vélocité des Williams. Senna prend un bon départ contrairement à Gerhard Berger et sa Benetton en 7ème place qui dégringole. Les positions des 6 premiers ne changent pas, tandis que chez Benetton, Jacques Laffite arrache la partie gauche de Théo Fabi en serrant trop près au premier virage. Senna doit immédiatement résister à la pression de Piquet qui veut poursuivre sur sa lancée, mais Ayrton est à l'aise et prend quelques mètres d'avance. Mansell est alors collé à l'aileron de son équipier en terminant son premier tour de la saison. Derrière, Jones et Palmer s'accrochent et abandonnent. Dès l'entame du deuxième tour, Rosberg attaque Nigel Mansell et prend la 3ème place. Prost lui emboîte le pas quelques virages plus loin. Derrière, Fabi passe au stand réparer son aileron et ressort bon dernier. Alors que chez Brabham, on doit affronter l'abandon de Patrese pour problème de transmission. Et chez Ferrari, Stefan Johansson sort de la route sur panne de frein. Le Suédois est victime du coup du lapin. S'il sort tout seul de sa voiture, il s'évanouit dans la foulée et est sorti sur civière. En tête de course, les tours s'égrènent sans trop d'animation. Senna mène toujours devant Piquet et les deux McLaren de Rosberg et Prost. Mansell et les deux Ligier tiennent le rythme. Senna se fait malgré tout une petite frayeur en prenant un tour à De Angelis en proie lui aussi à des soucis de transmission. Changement de position au 18e tour lorsque Mansell attaque Prost. Et au 29e tour, Arnoux doit renoncer sur problème de cardan. Ce n'est qu'après une trentaine de tours que Senna parvient à creuser un petit peu d'écart sur la concurrence en se faufilant au travers des retardataires. Mansell semble aussi en forme et revient sur Rosberg et Piquet. Dans l'entame du 29e tour, il prend la 2ème place. Senna et Mansell démarrent alors leur duel en s'échappant. Les espoirs de Ligier tombent à l'eau au 40e tour lorsque Laffite abandonne lui aussi à cause d'un cardan. Le duel de tête prend une toute autre forme lorsque Mansell fait la jonction avec Senna. Le Brésilien résiste à l'Anglais. Mais dans l'entame du 40e tour, Mansell réalise une manœuvre rusée en attaquant Senna à l'intérieur alors que la Lotus est coincée par Brundle et sa Tyrrell. Rebondissement quelques instants plus tard avec la casse moteur de Nelson Piquet. Senna ne parvient pas à tenir le rythme de la Williams qui s'échappe en tête avant de perdre de nouveau du temps. Derrière Senna, on trouve un surprenant Prost qui suit son tableau de marche depuis le début de la course, sauvant les pneus et le carburant. D'ailleurs, les gommes commencent à vraiment être usées et la question de s'arrêter se pose. Chez Williams, Patrick Head prévient Mansell que tout est prêt, mais le moustachu hésite. Difficile de prendre une décision, surtout quand Senna se montre de plus en plus pressant. Le Brésilien vient à bout de l'Anglais dans le 63e tour et Prost emboîte le pas de la Lotus. Mansell décide alors de s'arrêter alors qu'il reste 9 tours de course. L'arrêt est bien négocié et il ressort 3ème. Sur des gommes neuves, Nigel vole et prend le record du tour. Reprenant 4 secondes au tour à Prost, le pari peut s'avérer gagnant pour Williams. À 4 tours du but, Nigel klaxonne derrière le Français qui se défend, mais Alain cédera à la fin du tour. Plus qu'un obstacle pour Mansell en la personne de Senna. Les derniers tours s'annoncent épiques. C'est dans l'ultime tour que l'Anglais fait la jonction. Ayrton est en grande difficulté avec ses pneus détruits. Il souvire en courbe et doit prendre toutes les précautions du monde pour les réaccélérations. Les quelques mètres d'avance qu'il compte dans le dernier tour sont précieux, mais Nigel attaque. Les deux hommes approchent du dernier virage, mais Mansell est trop loin pour plonger.
Tout se joue à l'accélération et la Williams se porte à la hauteur de la Lotus, mais Senna franchit la ligne en premier pour 14 millièmes de seconde. Senna remporte le Grand Prix d'Espagne pour 14 millièmes de seconde. À l'époque, la deuxième arrivée la plus serrée de l'histoire, après le Grand Prix d'Italie 1971. Prost, qui était en sous-marin depuis le début de la course, prend les 4 points de la troisième place. Rosberg est quatrième devant Fabi et Berger. Derrière, seules 2 voitures voient l'arrivée avec Boutsen et Tambay. So what was going through your mind? Because you must have seen Nigel getting bigger and bigger in your mirrors. Well, there was not much I could do. I was trying my best speed at that moment. Just the lack of grip was too much and was too late to make a pit stop. So I had to carry on and hope that he wouldn't catch me in time. Nigel, did you leave your pit stop for tyres too late? Well, I think for sure if you would have stopped 5 or 10 laps earlier, it would have been easier. But it took me a little longer to get past Alan than it should have done. But it was a very good race. I thought I'd won. It was very, very close at the finishing line. It was a very good race, and I'm very happy for my team. They did a fantastic pit stop, and if they hadn't have done that pit stop, then there was no way I was going to catch either of them. Cette fin de course palpitante restera dans l'histoire, le mythe d'un Grand Prix qui s'est joué à couteau tiré. Alors qu'en réalité, la majorité de la course était plutôt pauvre en spectacle. Et hormis le début de course où il y a eu quelques accidents et quelques dépassements notables, c'est la stratégie osée de Nigel Mansell qui a offert vraiment du suspense pour la fin de la course. L'Anglais qui d'ailleurs pensait avoir gagné la course. Bref, après tous ces événements, Stefan Johansson rassure sur son état de santé. Rien de grave pour le Suédois. Au championnat, Ayrton Senna prend la tête devant Piquet et Mansell qui ouvre son compteur de points, comme Prost. Côté constructeur, Lotus et Williams sont à égalité. Mais Gérard Ducarouge, un des responsables de Lotus, est inquiet pour la consommation. Ces nouvelles règles qui, sur limite, dérangent et gâchent, selon une majorité, le spectacle en course. C'est alors avec inquiétude que le paddock de Formule 1 se dirige à Imola pour le 3e Grand Prix de la saison. Et en Émilie-Romagne, la moindre goutte d'essence sera exploitée. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que ce deuxième véritable épisode de la série, l'épisode 02, vous a plu. Encore une fois, vous savez ce que je vais dire. Je remercie L'Oméga pour la musique du générique ainsi que quelques autres musiques qui accompagnent. Allez le rejoindre sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales pour suivre son travail. Quant à moi, également en description, vous trouverez les liens de mes réseaux sociaux ainsi que le lien de Twitch et de la chaîne secondaire. Quant à 1986, les 4 Fantastiques, rendez-vous lundi prochain, 21 h en première sur YouTube pour le prochain épisode.